Donc, le 6 novembre dernier, Trump était élu à la présidence des États-Unis. Pas besoin, 4 ans après le coup de force, pas besoin de refaire un coup de force, ce qui inquiétait un peu dans le paysage politique au moins américain. Mais c'est quand même, on verra si c'est ou pas un coup de force. Mais enfin, ça, c'est un coup de force électoral, mais qui risque de se transformer en coup de force tout court. Il prendra ses fonctions donc le 25 janvier, très tranquillement, avec une passation des pouvoirs que les démocrates ont prévu en bonne et due forme. Kamala Harris et Biden tout souriant. Ça pourrait laisser croire que nous sommes face à une alternance, comme l'écrivaient les camarades Bello d'ailleurs, l'éternelle alternance du bipartisme aux États-Unis, ou droite-gauche ici. Non, on n'est pas réellement dans une... Ah, attendez, là j'ai un petit problème, c'est pas grave. C'est pas le problème. Merci. Voilà. Donc, on pourrait croire que les choses sont relativement banales, ou du moins il y a beaucoup de monde qui essaie de les banaliser. Mais je crois que ce serait une erreur de les banaliser. D'une part parce que ce qui va se passer, ce qui se passe déjà, j'y reviendrai, et ce qui va se passer à partir du 25 janvier ne sera pas banal. Ce qui se passe déjà n'est pas entièrement banal. Et Wall Street ne s'y est pas trompé, puisque dès que les nouvelles sont tombées, tout le monde a investi, a placé son pognon, tout content, etc. Le plus content d'entre tous, c'était Elon Musk, puisque sa fortune a connu une explosion assez étonnante dans la foulée même des élections. Déjà, c'est l'homme le plus riche du monde, je voudrais vous donner le chiffre, rien que pour le plaisir. Mais les actions de Musk se sont envolées, sa fortune atteignait le montant record de 348 milliards de dollars le 25 novembre. Donc 15 jours après, il avait engrangé quelques milliards, je ne sais pas combien exactement la différence. Enfin, bon. Donc, et il compte bien que ça va continuer, puisque vous avez vu qu'il avait dans le dispositif de Trump des fonctions très très importantes auxquelles Wall Street applaudit, là encore, même si des choses les inquiètent, et on va voir que la situation n'est pas si simple. Je crois qu'il ne faut pas prendre ça comme une simple alternance habituelle, parce que c'est Daniel Tanuro qui écrivait que, l'écologiste, enfin, qui écrivait que Trump était le produit d'une ère nouvelle. Et c'est tout à fait vrai, et c'est ce qu'il faut essayer d'analyser, de comprendre. On ne peut pas se contenter de dire que c'est la déroute des démocrates qui a élu Trump. Ce serait un peu trop facile. La déroute des démocrates est bien réelle, mais c'est pas la déroute c'est pas parce que Kamala Harris a perdu 10 millions de voix par rapport à Biden, 10 millions, hein, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est pas parce que Kamala Harris a perdu 10 millions de voix que Trump a gagné, c'est parce qu'aussi il a quand même réussi à obtenir, je crois, je vais donner le chiffre exact pour ceux qui aiment les statistiques électorales, Trump a eu 74, si ma mémoire est bonne, 74 millions de voix, ce qui n'est pas négligeable, néanmoins, et Harris en a eu 71. À noter qu'un chiffre qui est donné par personne, qui est le chiffre majoritaire du point de vue du comptage des urnes, qui est le chiffre des abstentionnistes, qui lui a atteint 90 millions de voix. Ce qui est très important, très très important, c'est un classique aux États-Unis, mais enfin néanmoins, les 10 millions de voix qui n'ont pas été sur Trump ne se sont pas déplacés. Bon. Ils n'ont pas été votés, ont boycotté les élections, etc. Bon, ce qui fait que quand le journal titre « Les travailleurs ne sont pas battus », c'est vrai. C'est vrai que la classe ouvrière américaine garde ses forces intactes. Et c'est là où il y a la dramatisation n'est pas nécessairement de mise, mais la minimisation des dangers, par contre, n'est pas, elle, de mise. Une chose est la dramatisation de toute façon, n'est jamais bonne. Je crois qu'il y a un problème.
La dramatisation n'est jamais bonne conseillère, mais néanmoins, la situation porte de nombreux dangers, et surtout, la situation, ces élections sont surtout un symptôme. Nous verrons ce que sera la politique de Trump, nous verrons comment s'organiseront ou pas les résistances, mais ces élections, c'est un symptôme. La déroute des démocrates est un symptôme, pas uniquement de la déroute des démocrates, mais de façon plus générale. Indiscutablement, la victoire de Trump est le produit de la déroute des démocrates, mais cette déroute des démocrates s'explique aussi par des réalités sociales extrêmement profondes et graves de la situation sociale aux États-Unis, où on voit se combiner, où on voit dans le rejet des démocrates se combiner à la fois la question de la guerre, à la fois la question de la régression sociale, et combiné à l'inégalité sociale. C'est-à-dire que la question de la régression sociale est d'autant plus révoltante que de l'autre côté, c'est l'explosion, quoi. Et la campagne de Kamala Harris, si vous avez, je suppose que tout le monde a un peu suivi, était assez étonnante de ces meetings où on chantait la joie, l'enthousiasme, etc., de l'Amérique prospère et belle, et ça ne touchait qu'avec toutes les vedettes Taylor Swift & Co. Qui affichaient la santé d'Hollywood et du business, de show business, et avec une telle satisfaction et contentement de soi, alors qu'ils étaient en train de soutenir le massacre des Palestiniens, alors que l'ensemble du pays connaît une régression sociale carabinée. Et c'est là où, effectivement, il y a eu un réel rejet de Kamala Harris, d'autant plus fort, en réalité, que quand les Américains, et nous aussi d'ailleurs, qui vivons un peu ça quand même comme des combats politiques qui nous concernent au premier degré, les élections américaines, de fait, sont un fait politique mondial, hein, et sont considérées comme telles à juste titre. Quand on a vu que Biden se décidait enfin à se retirer, on s'est dit, tiens, il y a quand même une chance que, même si on n'avait aucune illusion les uns et les autres, je suppose, sur les démocrates, néanmoins, peut-être qu'il va y avoir un retournement d'opinion et qu'on va avoir un truc à la nouveau Front populaire, à l'américaine, quoi. C'est-à-dire que le rejet, et c'était ça la seule politique d'ailleurs des démocrates, c'était le référendum contre Trump, qui allait détruire la démocratie, donc il fallait voter pour Kamala Harris et démocrate, sauf que ça n'a pas marché, parce que le discrédit des démocrates est extrêmement grand, pas en tant que démocrates, mais parce qu'ils ont couvert une politique qu'ils n'ont pas inaugurée. C'est Obama, y compris. C'est le virage. Qui c'est qui a géré la crise 2008-2009 et les 10 années qu'on suivi, enfin jusqu'en 17, mais bon, y compris Trump a continué en réalité la politique engagée par Obama. C'est Obama qui a distribué des milliards aux banques et qui a sauvé la finance américaine. Bon voilà, et de ce point de vue-là, Kamala Harris non seulement se réclamait de ses bilans, puisqu'au dernier moment d'ailleurs ils ont été chercher Obama qui faisait le numéro, alors là aussi encore plus souriant, encore plus l'Amérique heureuse, etc. Mais l'Amérique heureuse, c'est une minorité de l'Amérique. Bon, l'immense majorité de l'Amérique avait un point, je donnerai quelques chiffres indicatifs, un point qu'on n'imagine pas, la majorité de la population américaine. L'Amérique, c'est plus l'American Dream, hein. C'est une société où réellement il y a une décomposition sociale du fait de la politique des classes dominantes qui est absolument terrible, quoi. Et donc, Kamala Harris assumait le bilan de Biden, le bilan d'Obama. Le passage de Trump était quasiment effacé au milieu, et puis la guerre. La guerre et l'inflation, qui a été très forte. Inflation renforcée par les dépenses militaires et les milliards investis dans la guerre d'Ukraine, la guerre par procuration que mènent les États-Unis contre la Russie, et la guerre d'Israël contre les peuples du Moyen-Orient, contre les Palestiniens en premier lieu bien sûr, mais on le voit maintenant contre les peuples du Moyen-Orient. Donc c'est tout ça qui a provoqué l'effondrement des démocrates, et qui fait que
non pas la classe ouvrière, parce que ça je crois que c'est une erreur de considérer que la classe ouvrière américaine a voté Trump, mais toute une série de catégories populaires s'est retrouvée dans Trump, parce qu'ils ne pouvaient plus blairer. Comme ici, c'est un peu les mêmes réflexes. Tout le monde s'interroge, mais comment ils ont voté Trump? Enfin, comment se fait? Nous, on n'aurait jamais fait ça. On vote Le Pen, mais pas Trump. C'est un peu ce genre d'interrogation un peu hors sujet. Dans un champ politique complètement dominé par les deux grands partis, tout est encadré, toute la vie sociale, politique américaine est arbitrée par les deux grands partis qui monopolisent la politique. La candidate qui écolo, etc., qui vient après, elle a fait 0,6% des voix. Même l'extrême gauche en France fait plus. Vous voyez un peu le monopole politique qu'ils ont et qu'ils imposent aux autres partis de par les conditions pour se présenter, c'est des fortunes, j'ai pas les chiffres en tête, et puis c'est des chiffres tellement difficiles à évaluer de façon que... Mais le financement de la campagne de Trump par les milliardaires, mais le financement aussi de la campagne de Kamala Harris, parce qu'au final, Trump a, même sur le terrain des financements, a gagné, mais au départ, c'était quand même Kamala Harris qui avait le plus de milliardaires qui la soutenait. Donc on a un monopole de la vie politique américaine par les deux grands partis, et donc là, comment dire, il n'y a pas de choix. La classe ouvrière américaine est dépossédée de toute participation réelle à la vie politique par un système entièrement dominé, encadré par les deux grands partis capitalistes qui dominent la vie politique américaine de A à Z. Et donc ceux qui veulent rejeter les démocrates, rejeter les 4 années de Biden, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils s'abstiennent, et puis les plus en colère, les plus paumés, les plus... etc., et ils votent Trump. Ça ne veut pas dire qu'ils votent pour toutes les conneries que raconte Trump. Ça veut dire qu'ils votent des merdes. Alors ils disent merde avec ce qu'il y a, ce que fournit la culture politique nationale, et avec cet étrange produit des classes dominantes américaines, qui est ce type voyou, gangster, masculiniste, qui a toutes les comment dire, les climato-sceptiques aussi, entre autres. Enfin, bon, voilà, qui a tous les préjugés réactionnaires dont on peut faire l'addition. Il y en a tellement qu'on en oublie, effectivement, parce que la liste est sans limite. Tout ce qui peut flatter la bêtise humaine, il l'emploie. Bon, voilà. Et donc, mais ceux qui ont voté pour lui, ça ne veut pas dire qu'ils partagent tous ces sentiments-là. Il y a bien sûr une partie de la petite bourgeoisie américaine, voire de la moyenne bourgeoisie, qui se retrouve dans tout ce fantasme masculiniste hérité de toute la culture aussi de l'Amérique, le western, les guerres contre les Indiens, l'esclavage, les guerres coloniales à domicile, parce qu'eux, ils ont eu des guerres coloniales à domicile, l'extermination des Indiens et les luttes pour le maintien de la ségrégation raciale, ce sont des guerres coloniales à domicile. Et tout ça a façonné aussi une psychologie sociale dans toute une fraction de la population américaine qui est profondément réactionnaire, qui se transmet. L'image des USA, le melting pot, progressiste, etc., c'est une image, mais c'est une image partielle de l'Amérique, y compris ce melting pot. Il n'a pas été de tout repos, et le mélange des peuples n'a pas été de tout repos, même à travers l'histoire, et même si aujourd'hui ça atteint des dimensions extrêmement graves, quoi. Donc on a, et donc la société capitaliste américaine est aujourd'hui l'objet d'une régression sociale d'autant plus choquante que le nombre de milliardaires explose. Ils sont plus de 800, leur richesse a augmenté de 62% en quelques années. Je vous donne un chiffre, ça ne veut rien dire, 6 200 milliards de dollars. Alors
Bon, si tout n'est pas compté non plus, hein, parce que tout n'est pas compté. 1% des Américains, je ne vais pas donner tant de chiffres, mais enfin pour illustrer quand même, 1% des Américains les plus fortunés accaparent 21% des revenus, et le premier pourcent des Américains possède 35% de toutes les richesses, c'est-à-dire les revenus, plus le patrimoine, etc. Bon, et en gros, les 10% les plus riches, qui concentrent le plus de richesses, concentrent plus de 70% de la richesse nationale. C'est confortable, surtout quand il s'agit de la puissance la plus riche de la planète. Et face à ça, bien évidemment, c'est les licenciements, c'est la régression sociale totale. Un Américain adulte sur 8 a du mal à se procurer suffisamment de nourriture. Le nombre de personnes sans domicile augmente année après année. L'espérance de vie globale aux États-Unis était de 76,4 ans au début de l'année 2023, soit la plus faible depuis 20 ans. Le niveau, la durée de vie diminue aux États-Unis. Bon, on se dit quand même, bon, il y a un petit problème. Et le salaire minimum n'a pas bougé, il est à 7,25 $, ce qui permet à peine parce que la vie est chère, hein, ce qui permet à peine de survivre, quoi. Donc tout c'est le tableau de ces États-Unis, avec un décalage des richesses énormes, des inégalités des richesses énormes, et une vraie misère. C'est le tiers-monde dans les banlieues des grandes villes, quoi. Et en même temps, l'État finance à fond perdu. On discute ici de notre budget. C'est la même politique. Le financement, ils ont sauvé les banques après la crise de 2008-2009 en injectant, je crois qu'ils ont injecté 12 000 milliards de dollars qui ont été distribués entre 2008 et 2020, quoi, pour, voilà, 12 000 milliards de dollars, quoi, c'est pas une petite somme, quoi. Bon, et que les mecs investissent en bourse pour faire monter les prix des actions, etc. Alors ils investissent pour une part dans la production, mais c'est relativement minime par rapport à toutes les opérations spéculatives qu'il y a. Et donc avec une dette américaine qui ne cesse de progresser, qui est à plus de 34 000 milliards de dollars, et en même temps ce qu'on appelle le service de la dette. Vous savez qu'ici c'est des plus gros postes aussi du budget. Là-bas c'est pareil, ça atteint des sommes absolument fabuleuses. C'est pareil, mais comme tout, c'est pareil, mais en plus avec une échelle infiniment plus grande. Donc la défaite des démocrates, c'est la défaite de cette régression sociale et des inégalités sociales. Et en même temps, la victoire de Trump n'est pas que cette défaite, elle est aussi l'expression d'une colère complètement déboussolée. Elle est l'expression aussi de choix politiques de la bourgeoisie. Entre Trump de 2017 n'est pas Trump de 2024, au sens politique du terme. C'est-à-dire qu'à l'époque, disons qu'il était franc-tireur quelque part par là par rapport à l'établissement. Aujourd'hui, premièrement, le parti républicain est à sa botte, entièrement à sa botte. À l'époque, ça tirait à Uadia, etc. Les républicains qui étaient contre Trump soutenaient Harris, comme la femme de Cheney, pardon ? La fille, pardon. Oui. Soutenez Kamala Harris. Mais le Parti républicain est entièrement à la botte de Trump. Petite parenthèse, il n'a pas gagné que la présidence. Il a gagné la Chambre des représentants, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est majoritaire dans la Chambre des représentants, il est majoritaire au Sénat, et il tient la Cour suprême. C'est-à-dire, il a, dans le cadre institutionnel américain, il a les pleins pouvoirs. Il n'y a aucune force d'opposition. Il n'a pas besoin de faire un coup d'État, il a tous les pouvoirs. Donc quelqu'un qui a 4 ans tenté un coup d'État contre les institutions et qui se retrouve au pouvoir
avec les pleins pouvoirs dans un pays comme les États-Unis, c'est de fait quelque chose, un basculement de situation, un tournant de situation dont il faut essayer d'apprécier les causes, on les voit. Enfin, on les voit. Pour le moment, on a parlé des causes qui étaient liées aux démocrates. Il y a des causes plus générales, et je reviens sur la citation que je faisais de Daniel Zanuro, là, sur ça symbolise une ère nouvelle, au sens où il y a ce basculement de sommet de la bourgeoisie, en particulier de la Silicon Valley, c'est-à-dire de toutes les nouvelles technologies, et Elon Musk est le symbole de ce passage. Les nouvelles technologies étaient plutôt démocrates avant, c'était des côtés progressistes, des gens progressistes qui pensaient que tout ça allait transformer le monde, la vie, le bonheur sur Terre, etc. Depuis, ils se sont un peu enivrés de leur succès et de leur dollar surtout, et ils ont trouvé comme symbole Elon Musk. Bon. Et de ce point de vue-là, je crois que le couple Trump-Elon Musk est un symbole politique fort. Si vous voulez, il n'est pas né de rien. D'une part, des personnages comme ça ne s'invente pas. Enfin, avant que ça existe, on n'aurait jamais imaginé des types comme ça. C'est-à-dire le scénario dystopique, comme on dit aujourd'hui. Hein. C'est comment ça s'appelle Naomi, qui emploie cette expression. On aurait imaginé une dystopie, on ne pouvait pas imaginer telle dystopie. Et réellement, le concentré de préjugés réactionnaires que porte Trump, allié au délire d'Elon Musk en tant que représentant d'une classe, c'est-à-dire qu'il est admiré par ses confrères et tout. Il faut dire qu'il a de quoi payer l'admiration. Mais bon, tout ça indique un basculement d'une partie de la bourgeoisie, pas toute, mais une partie, et y compris Bezos, qui possède un journal qui s'appelle le Washington Post, qui est célèbre pour être progressiste, disons le mot. N'ayons pas peur du mot, qui est quasiment progressiste. Il a ordonné, parce que c'est un ordre, il a ordonné au comité de rédaction du Washington Post de ne soutenir personne. Il n'a pas fait campagne pour Kamala Harris, il n'a pas fait campagne pour Trump, mais le simple fait pour un journal aussi connu mondialement et aux États-Unis que le Washington Post de ne pas soutenir Kamala Harris et de laisser faire Trump, c'est déjà un soutien. Surtout quand Trump a déjà, par l'intermédiaire d'Elon Musk, des capacités de communication et de perversion des réseaux sociaux considérables. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe au sommet de la bourgeoisie et que ce quelque chose est lié, on va y revenir, à des évolutions profondes, c'est-à-dire que le thème du déclin était sous-tendait toute la campagne de Trump. Mais pas que la campagne de Trump. Kamala Harris avait le déclin souriant, mais malgré tout, c'était en filigrane de toute la campagne America First, America Great Again. C'est Reagan qui avait inventé le slogan. Donc c'est quelque chose d'un peu obsessionnel dans les classes dominantes américaines et qui le devient de plus en plus jusqu'à un petit délire. C'est la crainte du déclin. Alors on se dit, les États-Unis ont peur de déclin. Il y a problème. Mais c'est parce qu'effectivement, l'hégémonie absolue qu'ils avaient, et surtout qu'ils avaient planifié et pensé après la fin de l'URSS, l'effondrement en 91, 92, 93 de l'URSS, le monde allait devenir américain. Le 21e siècle, ce serait le siècle américain. D'où les déploiements à l'Est, jusqu'à l'Ukraine, aux marges de la Russie, les folies guerrières qui ont commencé en Yougoslavie, en 94, 95, dont la Yougoslavie actuelle est issue, morcelée de partout, éclatée. Puis après c'était l'Irak, l'Afghanistan, enfin bon, tout le monde connaît la suite une continuité de guerre destinée à leur assurer
la domination sur le monde et qui se traduisent toutes par un échec. Ils se sont tirés ils ont buté, comment ça s'appelle, Ben Laden, mais ils ont été obligés de se tirer de l'Afghanistan. Et en Irak, ils sont un peu mal à l'aise, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a toute cette dimension des choses avec une guerre économique bien réelle, parce qu'il y a la Chine, puis il y a la Chine, il y a tout un tas de pays qui ont accédé au marché mondial, qui sont développés techniquement, qui ont développé un prolétariat, une production, etc. Et tout ça crée une compétition mondiale exacerbée dans laquelle les États-Unis perdent leur... Je suis désolé, j'ai des problèmes techniques, je ne sais pas pourquoi Et donc il y a toute cette situation qui les panique. Désolé. Toute cette situation qui est technique, les nouvelles technologies sont un instrument parfois difficile. Et donc, excusez-moi, et c'est la nouvelle ère dont Trump est l'enfant monstrueux, c'est cette nouvelle ère-là, hein, avec en toile de fond de cette situation un problème qu'ont l'ensemble des pays capitalistes dans la planète, qui est aussi ce qui explique la crise politique qu'on connaît aujourd'hui, ou qu'on va connaître à un degré plus développé dans quelques temps, qui est le fait que le capitalisme a atteint un tel développement, il y a une masse de capitaux considérable dans le monde, et en particulier aux États-Unis, et pour que ces capitaux, pour qu'il n'y ait pas de faillite, le système capitaliste tel qu'il s'est constitué dans les vieilles puissances occidentales, le mode d'accumulation du capital font que tout capital doit rapporter des profits. Sinon, il ne vaut plus rien. Bon. Et c'est tout le problème du capitalisme aujourd'hui, c'est que il y a une masse absolument considérable de capitaux qui circulent dans toute la planète, et il faut capter tout ce qui est possible qu'on profite. C'est pour ça qu'on privatise tout, la santé, l'éducation, tout ce que vous voulez, hein. Tout ce qui est possible de tirer une goutte de profit, c'est privatisé. Et donc avec des tensions considérables à tous les niveaux de la vie sociale et politique. Et c'est ça dont Trump est l'enfant, le produit de cette régression sociale, d'accumulation de richesses, qui est plus globalement l'expression de la faillite d'un système, de la faillite de ce capitalisme financiarisé, mondialisé, qui n'arrive plus à tirer suffisamment de profit de la vie, entre guillemets, normale du capitalisme. Vous savez que le commerce pacifie les hommes, tout ça, et que l'échange de marchandises pacifie les hommes et les rend heureux. Ça n'a jamais marché vraiment comme ça, mais c'est plus ou moins tendu. Bon. Et là, on atteint des degrés de tension tout à fait élevés, parce que voilà, le capital, la productivité du capital n'est pas assez grande pour satisfaire les besoins de l'ensemble des capitalistes. D'où une crise majeure qu'on voit se dérouler sous nos yeux, hein, la campagne américaine est l'effet de cette crise, ce qui se passe en Europe, pareil, l'émergence de l'extrême droite est aussi l'effet de cette crise, et l'émergence de Trump et la transformation du parti républicain en parti d'extrême droite est le produit de cette évolution qu'on connaît dans le monde entier, avec à la fois toutes ces tensions sociales et puis les menaces de crise qui les paniquent, parce qu'il y a réellement une panique, c'est-à-dire qu'il y a un moment là, ils sont heureux, tout ça, hein, mais enfin maintenant ils commencent déjà au bout de 15 jours, avant même que Trump ait pris le pouvoir, ils commencent à s'inquiéter quand même. On va voir les mesures qu'il est en train de mettre en œuvre, il faut que je fasse attention quand même à l'heure. Ils sont inquiets parce que, premièrement, les bourses montent, mais il y a un proverbe, paraît-il, chez les boursicoteurs qui dit que les actions, ça ne monte jamais jusqu'au ciel. Et que donc, il y a un moment, tôt ou tard, ça s'inverse. Hein. Il n'y a pas de dieu du capital, le ciel est vide. Et donc, les bourses essaient de monter. Non, ça se casse la gueule. Et là, voilà, ils ne savent pas trop jusqu'où, quoi, comment. Parce qu'en même temps, il y a une dette
énorme aux États-Unis, comme ici, mais ici c'est de la blague à côté de ce qu'il y a de la dette américaine. Et le problème, c'est qu'ils ont un gros avantage, les Américains, enfin la bourgeoisie américaine, pardon, c'est que leur dette, comme ils ont la monnaie la plus forte du monde, la grande majorité des échanges mondiaux se font encore en dollars, donc tout le monde achète du dollar. Là maintenant, y compris les gogos français, ils achètent, voilà, ils investissent aux États-Unis ce qu'ils peuvent, ils achètent des actions, hein, ça va chauffer, quoi, ça va donner, quoi. Bon, donc il faut être dans le coup. Et ça permet aux États-Unis de faire financer une partie de leur dette par le reste du monde. Ceci dit, ça durera ce que ça durera, et là aussi, de plus en plus d'États refusent de participer à ce jeu financier qui alimente la machine américaine, mais qui finalement se fait au détriment du reste de la planète, avec d'autres pays qui interviennent. Je ne pense pas que les BRICS vont réussir à avoir, ni que le RMB, enfin la monnaie chinoise, deviendra une monnaie d'échange internationaux, peu probable dans l'immédiat, mais néanmoins il y a une concurrence qui commence à se faire, hein, y compris sur ce terrain-là, et donc il y a une tension considérable sur les marchés financiers, voilà. Et donc une bourgeoisie qui anticipe tout ça, ce qu'est en train de faire la bourgeoisie ici, hein, les vagues de licenciements, les trucs et les machins, le budget, etc., ils anticipent. Ils anticipent sur le plan des mesures économiques, et ils anticipent sur le plan de la politique, c'est-à-dire qu'il faut façonner l'opinion. Le cinéma qu'ils nous font ici sur la crise financière qui nous menace, s'il n'y a pas de budget, c'est la catastrophe. Blague. S'il n'y a pas de budget, le budget qui était prévu marchera et on continuera à payer les fonctionnaires. Pas bien, mais bon, voilà. Donc voilà. Mais ils font cette panique pour commencer à créer, ou continuer à entretenir des angoisses, des tensions, des inquiétudes dans une population qui se dit la guerre, où est-ce qu'on va, la question des migrants, tout ça, qu'est-ce que c'est? Bon, même s'ils ne sont pas racistes, c'est pas la question, c'est que, bon, il semble qu'il y a une inquiétude, quoi. Bon. Et donc ils attisent cette inquiétude, et Trump, c'est ça multiplié par 10, quoi. C'est ça multiplié par 10 avec une volonté de jouer les tensions, et avec une politique, je crois que le fond de la politique de Trump, tout le monde dit, est imprévisible. Foutaise. Pendant les 4 ans, il est au pouvoir, et là, tout le monde sait ce qu'il va faire. La seule inquiétude, c'est jusqu'où il pourra le faire, mais il n'y a pas de mystère. Sa politique, c'est construire des rapports de force. Vous savez, il y a un bouquin sur lui, comment il s'appelle, le deal, c'est le roi du deal, quoi. C'est le mec, il négocie champion, quoi. Il te déshabille le mec qu'il a en face en 2 minutes, il paraît. Bon, là c'est un peu plus difficile parce qu'il a des mecs un peu costauds aussi en face, mais néanmoins, c'est le roi du deal, le droit d'imposer le rapport de force, et il va mener cette politique que veut mener la bourgeoisie américaine, qu'elle mène depuis longtemps, mais qu'elle veut mener radicalement. Parce que le monde devient de plus en plus dangereux, et en particulier la classe ouvrière dont personne ne parle, mais auquel tout le monde pense. Oui. Pourquoi Kamala Harris a-t-elle fait une si mauvaise campagne? Parce qu'elle ne voulait pas encourager les travailleurs grévistes il y a 2 mois de Boeing, les gars de l'automobile, etc. Et tout ce qui est latent dans le pays, le mouvement des femmes pour le droit à l'avortement, dont le décret a été annulé sous Biden. C'est pas lui qui l'a annulé, mais il n'a pas pu s'y opposer, il était totalement démuni. Et certes, le vote féminin a été majoritaire pour Kamala Harris, mais néanmoins, sans aucune confiance, parce que voilà, même si elle s'adressait aux femmes, elle s'adressait de façon très, très distante, etc. Et sa campagne était très prudente pour les mêmes raisons que le NFPEC. Il ne faut pas agiter des chiffons rouges et foutre la merde. Alors qu'on sait très bien qu'on ne pourra rien faire. Qu'il n'y a pas de marge de manœuvre pour nous. Qu'on ne pourra pas mettre le SMIC à $15, enfin le SMIC.
excusez-moi, le salaire minimum à 15 $, qui est la revendication élémentaire depuis des années aux États-Unis. Bon. Et ça, aucun engagement. Si vous voulez aller voir votre ouvrier, il disait 15 $ garanti, sûr, promet, on vous le fait. Que dalle, c'est bon. Voilà. Parce qu'ils ont la trouille de la classe ouvrière, ils ont la trouille des minorités, ils ont la trouille des femmes, ils ont la trouille des jeunes, ils ont la trouille de toute la jeunesse qui se bat pour la Palestine. Et il y a un mouvement puissant, et extrêmement combatif. Ils ont la trouille de ça, les démocrates. Et donc ils abandonnent. Et Trump, lui, il en a la trouille, mais il déclare la guerre. C'est ça la différence. Et elle est majeure. C'est pas une simple, de ce point de vue-là, c'est pas une simple alternance. Venons-en de ce point de vue-là aux migrants. On nous dit beaucoup ici que la question des migrants, c'est une question idéologique. C'est notre culture contre la leur, ils colonisent, ils recolonisent, ou autre connerie. La question des migrants, c'est une question dans laquelle se retrouve toute la question sociale. Toute la question sociale. Premièrement, le fait qu'il y a du chômage, le fait qu'il faut faire pression sur les salaires, le fait qu'il y a une concurrence économique qui conduit au protectionnisme. Et si on est nationalo, il y a un moment où aussi ça rejoint la question des migrants. Si tu veux promettre aux travailleurs la protection, il faut que tu limites la concurrence. Et tout ça, tu le promets avec quel prix à payer annoncé par avance pour ceux qui veulent bien écouter et comprendre. Bah, tous les salaires vont baisser. Et les vôtres en premier, chers camarades, qui avaient voté pour nous. Bien sûr. Le plan pour les migrants de Trump est totalement, totalement fou. Il veut expulser 11 millions de personnes des États-Unis, paraît-il, en quelques mois. Bon, c'est strictement impossible. Ou alors tu déclenches une guerre civile. Bon, mais même si tu le fais dans le temps, tu crées un état de guerre civile. Et je vais vous donner quelques chiffres encore. Vous m'en voudrez pas, j'espère, mais c'est quand même assez symptomatique et je crois qu'il faut les avoir en tête. Si 11 millions constituent 5% de l'ensemble de la main-d'œuvre, 17% dans le secteur agricole, 13% dans le secteur du bâtiment. Et vous vous rendez compte de la situation que ça crée. Ils ne vont pas arrêter de construire, ils ne vont pas arrêter de faire de l'agriculture, ils vont pas... Bon, voilà. Et donc, ils vont remplacer les places, ils vont baisser les salaires, ils vont, etc., etc. Et tout ça, ça participe de la mise en concurrence des prolétaires à l'échelle internationale. Et la perversion de cette politique contre les migrants, c'est qu'on prétend, cette politique pourrie, quoi qu'il en soit, de protéger les salariés de la concurrence des migrants, alors qu'en réalité, on joue de cette concurrence contre les salariés qu'on prétend protéger. Et qu'on prétend protéger avec, en plus, aux États-Unis, mais qui est la même chose ici, là aussi, c'est une question d'échelle. Parce que ne croyez pas que quand Retailleau, Darmanin et compagnie pensent à tout ça, ils sont ministres de l'Intérieur, ils pensent un petit peu aux questions régaliennes, on dit ça aujourd'hui, hein, c'est ça, ça fait élégant, c'est-à-dire de la police et de l'armée, et de comment on maintient l'ordre et comment on va exécuter les reconduites à la frontière et tout ça. Bon, alors là, c'est un niveau énorme, reconduite à la frontière de 11 millions de personnes qui sont installées, qui vivent, qui ont des enfants, des familles, des liens sociaux, etc. C'est énorme. On ne sait pas jusqu'où il va aller, on ne sait pas... bon, bien sûr, mais le décret est annoncé pour le 26 janvier. Hein. Bon, jusqu'où l'armée va accepter, mais y compris l'armée est en train de s'en occuper d'ailleurs, il met ses mecs partout. Hein. Bon, voilà. Donc, on ne sait pas. Mais en tout cas, je crois qu'il serait ridicule et aveugle de ne pas prendre au sérieux
ce que dit quelqu'un qui est à la tête de la puissance d'État américaine. Ils ont fait dans leur histoire bien pire que ça. Nous aussi. L'État français, pardon. Donc, tout est possible. Et voilà. Et cette politique qui vise, et il le dit ouvertement, il l'a dit ouvertement dans sa campagne, c'est aussi, on fera donner la garde nationale, qui n'intervient pas dans les questions de police, qui n'est intervenue qu'à l'époque des droits civiques, des luttes des droits civiques, qui est intervenue contre la lutte des droits civiques, et l'armée, et il le disait explicitement dans sa campagne, contre l'ennemi intérieur. Les féministes, les gauchistes, les communistes, les socialistes, et voilà. Et me dire, Kamala Harris était communiste, alors. Le champ est large. L'ennemi intérieur est large. Ben, en réalité, c'est une classe sociale, l'ennemi intérieur. Bon. C'est la classe ouvrière. Donc voilà, et tout ça s'accompagne d'une autre politique qu'en plus il a liée dans les mesures qu'il vient d'annoncer, annoncé le 25 novembre exactement. Et il dit, le 20 janvier, dans l'un de mes premiers nombreux décrets présidentiels, je signerai tous les documents nécessaires pour imposer 25% de droits douaniers sur tous les produits importés aux États-Unis en provenance du Mexique et du Canada. Pas de pays sous-développés du Mexique et du Canada. Les deux pays limitrophes des États-Unis. Et il ajoute, pour la Chine, ce sera 35%. Et alors, le pire de l'affaire, c'est que, qui réellement inquiète un peu tout le monde quand même, le pire de l'affaire, c'est qu'il justifie ça non seulement par une politique protectionniste commerciale, business as usual, but il justifie ça au nom de la lutte contre la crise des opiacés qui frappe les États-Unis. Je m'explique. Je ne sais pas si vous avez vu cette série qui est à tout point remarquable à voir, qui s'appelle Mort sur ordonnance. Je vous la conseille. Si elle s'appelle comme ça. Si. Oh, je peux rechercher. D'accord. Non, c'est dans ma tête, mais elle s'appelle comme ça. Mort sur ordonnance. Le prix de la douleur. J'ai le prix de la douleur. Un truc comme ça. Painkiller. Painkiller, ouais. La traduction française. Bon, enfin écoutez, on va pas aller voir Google et la traduction. Ah ouais, mais qui raconte comment une boîte, un trust pharmaceutique américain, a vendu, payé des réseaux commerciaux, etc., des visiteuses médicales, pour vendre un fentanyl, enfin un produit aujourd'hui qu'on connaît sous le nom de fentanyl, qui est un opiacé, c'est-à-dire un dérivé de la morphine, synthétique, donc un antidouleur, c'est pour ça que painkiller, ça ne tuait pas que la douleur, voilà, et qu'on sont responsables de milliers de morts aux États-Unis, et qui ont été couverts, cachés. Il a fallu vraiment le courage et la hargne d'une procureure, elle était, je crois, je sais plus. Bon, pour que l'affaire soit condamnée, la boîte était ruinée, etc. Mais aujourd'hui, donc, ce produit, le fentanyl, passe par des réseaux mexicains. Les molécules pour le produire viennent pour une part de Chine, du Canada, passent par le Canada, etc. Donc, il dit aux Canadiens, quand même, les Canadiens, c'est pas, oui, les Mexicains, bon, ils les aiment pas, mais les Canadiens quand même. Et il dit aux Canadiens, tant que vous n'aurez pas arrêté, premièrement, deux choses. Premièrement, de laisser passer tous les produits qui servent à fabriquer le fentanyl, alors qu'ils sont tamponnés jusqu'à présent du fentanyl. Hein. Trump, qu'il y ait des mecs qui meurent de drogue, c'est pas son problème, hein, l'opiacé, s'en fout. Et deuxièmement, vous arrêtez de faire passer les migrants, de laisser passer les migrants. C'est pas nous. Et vous allez participer au financement du mur. Ça, c'est pour les Mexicains. Ça s'appelle créer... C'est ça la politique du deal, vous savez, des gens qui savent négocier. Quoi. Ouais. Donc, il crée un rapport de force
et pas avec des petits pays, pas avec le Canada et le Mexique, pour leur dire, vous faites la police, sinon on vous fait chier. L'art de la négociation. Et si vous voulez, les pays en question, je ne vais pas vous abreuver encore de chiffres, mais néanmoins, si vous voulez, c'est pas des parts modestes dans les échanges il faut que je fasse attention à l'heure, oui, c'est par des... un quart d'heure. C'est pas des parts modestes dans le commerce américain. Le Canada, c'est pas négligeable. Le Mexique, encore moins, pour tout ce qui est produit par le Mexique et par le Canada. Et je ne parle pas de la Chine, hein, qui a une part prépondérante que les sanctions n'ont pas réellement diminué dans les échanges avec les États-Unis. Donc ça panique un peu tout le monde parce que, premièrement, ça indique une orientation politique internationale fondée sur le rapport de force au premier degré. L'isolationnisme américain dont on nous parle tant est une foutaise. Les États-Unis ne seront jamais isolationnistes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut se replier tranquillement, comme à l'époque de Monroe au XIXe siècle, et gérer leurs affaires aux États uniquement sur le continent américain. À l'époque, il fallait tout construire, ça l'est. Aujourd'hui, c'est le monde qui les intéresse. Mais ils vont négocier cas par cas. Pas d'accord voilà. Avec l'Europe. La guerre n'est pas encore vraiment commencée, mais un petit peu quand même. C'est Biden qui l'a commencé, avec les financements de l'industrie, etc. Et puis des mesures aussi protectionnistes. Donc, c'est une déclaration de guerre. Et aux pays amis. Bon. Le Mexique n'est pas pays ami, mais enfin, la présidente mexicaine... Trump la craint pas et personne aux États-Unis la craint, hein, c'est pas une gauchiste. Bon, et aussitôt d'ailleurs, Trudeau comme elle, on dit oui, bien sûr, on va voir, on va s'entendre, on essaie, etc. Bon, tout le monde pris un peu de panique. Alors, jusqu'où tout ça ira? Bon, on n'en sait rien. Mais là aussi, c'est pareil que la discussion sur la paix en Ukraine. En 24 heures, je fais la paix. Dixit Trump. Sauf que là aussi, c'est foutaise. Alors, maintenant tout le monde parle de paix en Ukraine. Il y a quelques semaines, vous n'avez que des généraux qui vous expliquaient comment il fallait faire la guerre. Maintenant, vous avez des intellectuels quasiment de gauche qui vous expliquent comment on va faire la paix. Bon. Sauf que tout au plus, peut-être y aurait-il, comme au Moyen-Orient, un cessez-le-feu. Parce que le cessez-le-feu de Netanyahou, c'est quoi? Hier, il bombarde au Liban. S'il y a réaction, on rompt le cessez-le-feu. C'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle faire le droit. C'est la méthode Trump. On fait le droit au rapport de force. Je vous balance un missile, s'il y en a un qui bouge, on attaque. Bon, voilà. Et c'est ça la politique qui va régir les relations. Jusqu'où, quoi, comment, on n'en sait rien. Ce sera fonction des rapports de force, et un rapport de force interne en particulier, par rapport à la classe ouvrière. Mais c'est ça ce qui est en train de s'engager. Il n'y aura pas la paix au Moyen-Orient, le cessez-le-feu au Liban, c'est, comme dit Netanyahou, premièrement, voilà comment on le fait, et deuxièmement, on regarde aussi vers l'Iran, parce que ceux qui croient que la guerre va rester limitée comme ça, c'est une foutaise. Ils n'ont pas engagé un tel plan militaire, et les Américains n'ont pas eux-mêmes déployé tellement de force sur place pour que les choses en restent là. C'est une politique d'offensive militariste par rapport à la concurrence mondiale, et comme la guerre contre la Russie, la guerre par procuration contre la Russie, quel que soit le caractère réactionnaire et arriéré de l'offensive de Poutine. La question n'est pas là, la question c'est les rapports globaux qui se négocient dans tout ça. Donc c'est la politique d'America First et la politique pour le leadership mondial qu'on retrouve à travers l'ensemble de ces questions qui se lient dans une politique générale où se combine la politique de classe au niveau intérieur et la politique à l'échelle internationale, parce que croire qu'il y aurait d'un côté la guerre et d'un côté les luttes de classe à l'intérieur, c'est foutaise.
la politique extérieure n'est que la continuation de la politique intérieure par d'autres moyens. L'ensemble de la politique des États, et principalement des États de la première puissance mondiale, étant conditionné par la nécessité des besoins d'accumulation du capital. Il faut produire des profits pour que ça ne se casse pas la gueule. Et c'est là où il y a d'ailleurs une petite différence entre la Chine, la Russie et les nouvelles puissances capitalistes. C'est que la logique d'accumulation du capital dans les vieilles puissances comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc., c'est qu'il y a une logique d'accumulation du capital qui est fondée sur des décennies, siècles, qui fait que l'État intervient peu ou intervient qu'au service de cette politique, alors qu'en Russie, en Chine, je ne dis pas que c'est progressiste et encore moins démocratique, mais l'État intervient de façon plus dictatoriale pour réguler tout ça en fonction des intérêts plus globaux de la classe dominante. Bon, c'est une petite parenthèse, mais la lutte de classe et la politique intérieure est directement liée. Elle est à deux niveaux d'ailleurs. Elle est dans ce besoin d'obtenir de quoi alimenter la finance, les appétits financiers de la finance illimitée, tant en intérieur par l'exploitation des hommes et de la nature. J'ai passé, vu que le temps presse, la question du gaz de schiste et bon, aux États-Unis sur la question écolo, mais le mec qui gère les questions d'énergie que Trump a, parce qu'il a déjà annoncé tout son cabinet, là aussi je ne vous ai pas raconté, parce que sinon ce serait encore plus long, ce qui est un type qui est un climato-sceptique, enfin c'est même pas climato-sceptique, enfin, c'est un amoureux du gaz de schiste, il a quasiment la passion inverse, quoi. C'est vraiment le mec grave, quoi, c'est vraiment grave de chez grave. Si on faisait toute la biographie des types qui vont constituer le cabinet autour et alentour de Trump, on serait absolument effaré. On n'aura pas le temps, heureusement, parce que c'est absolument effarant. Et là où on revient que la politique extérieure rejoint la politique intérieure, c'est quand on voit que la tâche qui a été confiée à Elon Musk de diriger un cabinet hors gouvernement qui a pour fonction, qui rendrait le ministre de la fonction publique française absolument heureux, comme il n'a jamais été, d'élaguer. D'élaguer. C'est le ministère de la débureaucratisation. Il faut élaguer. Moins de monde dans les ministères, moins de monde dans les services publics, moins de monde. Et sauf dans l'armée. Et l'armée, il faut mettre au pas les généraux et on va voir qui c'est qu'on va nommer. Parce qu'il y a quasiment des généraux de gauche, enfin démocrates. Et donc, oui, j'ai vu mon souvenir. Et donc, il mène en même temps cette politique de lutte de classe à l'échelle intérieure, une guerre sociale et une guerre extérieure pour défendre America First. Toute leur politique est conditionnée par ça. Alors jusqu'où tout ça va aller, jusqu'où tout ça ne pourra pas aller, on n'en sait rien. Il n'y a pas de raison de dramatiser, mais il n'y a pas de raison de ne pas prendre au sérieux ce qui est en route. En sachant que les démocrates seront incapables de s'opposer à ça, parce que c'est la continuation de leur même politique à un niveau d'accentuation supérieur, et qui correspond au degré de développement de la crise globale du capitalisme. Et ça marche. Voilà, ils ne contrôlent pas la situation. Tout ça est hors contrôle, donc ils s'adaptent. Ils ont perdu le contrôle total de la situation. Les États-Unis se vantaient d'être nécessaires au monde entier parce qu'ils régulaient le capitalisme, parce qu'ils réglaient les conflits, parce qu'ils assuraient le commerce et la paix et la tranquillité du commerce. Parfois par la guerre, par la bonne... D'accord, mais globalement. Bon. Et ça permettait un progrès global de l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, la situation marche complètement à rebours. Et ça, ils n'y peuvent rien. Reconquérir la suprématie des États-Unis, c'est impossible. La page est tournée. Et 350 millions d'habitants ne pourront pas dominer 6 milliards d'êtres humains. C'est pas possible. Même un seul milliard 5 que sont le milliard 5 de la Chine. Ou de l'Inde. Parce qu'il ne faut pas oublier l'Inde qui est aussi peuplée que la Chine. Donc voilà, donc tout ça est réactionnaire au sens strict du terme, au sens où ça marche contre l'histoire. Les démocrates sont incapables de l'arrêter, puisque même ils y ont participé et même ont impulsé ce mouvement historique
de America First ou Great Again, comme vous voulez. Bon. Il n'y a qu'une classe qui est capable de le faire, c'est la classe ouvrière. Alors, effectivement, elle est intacte. Non seulement elle est intacte, mais dans toute l'époque Trump et Biden, on a connu des mouvements divers. Black Lives Matter, les mouvements féministes, les mouvements contre la guerre, le renouveau des grèves dans l'automobile et chez les instituts, chez les profs, des mouvements sociaux très importants qui n'ont eu aucune force politique capable de centraliser, de donner des objectifs politiques, etc. Bien au contraire, même Biden est allé s'afficher aux côtés des travailleurs de l'auto pour essayer de capter leur voix avec un succès qu'on connaît. Mais la classe ouvrière a ses forces intactes, et on connaît aux États-Unis aujourd'hui un renouveau du syndicalisme. Y compris, il y avait au moment de la grève, c'était chez Ford, c'est ça, dans l'automobile, une popularité absolument considérable des grévistes, et une popularité du syndicat de l'automobile absolument énorme. Et donc il y a l'ensemble de la population, enfin une grande majorité de la population, des classes populaires, des travailleurs, soutenaient la grève. Idem chez Boeing, et après Boeing, tout de suite après, a licencié. Bon. Et donc il y a quelque chose qui se passe, et je conclurai donc là-dessus, parce qu'il me reste 4 minutes pour faire 1 heure. Vu d'ici, le mouvement ouvrier américain, pendant longtemps, il y avait un certain dédain. Au sens où nous, on avait un parti communiste, on avait un parti socialiste, on avait d'extrême gauche, tout ça. Comme toujours, la France, on était les meilleurs. Mais, force est de constater qu'on est rendu à égalité, quelque part par là. L'effondrement des démocrates et l'effondrement du nouveau Front populaire ont les mêmes causes, et voilà. Et au moment des mouvements des retraites, nos syndicats ont eu aussi une popularité énorme, dont ils se sont méfiés comme de la peste, parce que ça pouvait les amener beaucoup trop loin. Et donc, on est dans une situation globale, à la fois de cette marche à la faillite du capitalisme, qui produit des monstres, plus ou moins civilisés selon les coins, et en même temps une classe ouvrière qui accuse, qui encaisse, etc., mais qui n'est pas défaite, qui n'a pas encore engagé la bataille et qui n'est pas défaite. Et Marx expliquait que la classe ouvrière, son rôle, elle ne le doit pas tellement à tout un tas de plans préconditionnés dans sa tête, mais qu'elle le doit à une chose, sa place irremplaçable dans la production. Et qui fait que mécaniquement, automatiquement, les choses ne peuvent pas. Pas plus qu'au XIXe siècle, c'est pas Marx qui a inventé le mouvement ouvrier, il a répondu à des problèmes politiques du mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier existe par lui-même, de par la position de la classe ouvrière dans la production. Et de ce point de vue-là, l'affrontement est inévitable. C'est vrai ici, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans le monde. Il y a un affrontement global qui se met en route de façon compliquée, que personne ne peut prévoir ni savoir, mais c'est en route. Et là, la classe ouvrière américaine se retrouve un peu dans notre situation, à part que nous, on avait encore plus d'illusions sur notre organisation qu'elle, mais c'est d'être confronté à une offensive de la bourgeoisie considérable, et que les choses se formulent, les consciences se prennent, parce que les facteurs subjectifs, les facteurs objectifs, tout ça, connaît une dialectique, on dirait. Bon voilà, l'évolution économique, l'évolution des politiques des classes dirigeantes, l'évolution des conditions de vie façonnent l'évolution des consciences, et qui elles-mêmes peuvent déboucher sur des mouvements de révolte, de colère, des volontés de s'organiser, de se donner des moyens organisationnels qui partent y compris de la base, de ce point de vue-là. Ce qu'on appelle le mouvement rank and file, le mouvement à la base, a toujours été très puissant d'ailleurs aux États-Unis, a toujours été un moteur d'organisation, avec y compris des traditions qu'il y a où
les militants partaient sur la route pour organiser les travailleurs, etc. Enfin, toute une tradition militante qu'on ne connaît pas d'ailleurs ici de la même façon. Et de ce point de vue-là, je crois que, d'une part, il ne faut pas dramatiser. Deuxièmement, il faut prendre au sérieux les avertissements qui nous sont donnés, d'autant que les échos de ce qui se passe aux États-Unis secouent la planète entière, et en particulier ce qu'ils appellent le camp occidental, les vieilles puissances impérialistes du camp occidental dont nous faisons partie, mais qu'à partir de là, quelque chose se met en route qui se passe sans nécessairement de grandes manifestations, ni des choses, des trucs et des machins, mais qui sont l'évolution des consciences qui déboucheront inévitablement sur des affrontements. Et c'est à ça qu'il faut qu'on se prépare, à la fois nos camarades américains, mais aussi nous ici. C'est-à-dire que l'onde de choc ne nous épargnera pas d'une façon ou d'une autre. Soit en passant par la guerre, parce qu'un des problèmes qui va préoccuper Trump, comme dans son premier mandat, c'est de laisser la guerre d'Ukraine à l'Europe, en obligeant l'Europe à se réarmer, ce qui est déjà le cas d'ailleurs. Oui. De ce point de vue-là, il a gagné. Et puis, en même temps, toute la concurrence économique qui va se déployer, et l'Europe ne restera pas à l'écart de la concurrence économique, y compris avec les États-Unis. Trump sous-traitera la guerre, mais pour ne pas la financer, mais la concurrence économique aura lieu. Et donc, on rentre dans une situation extrêmement chaotique, à travers laquelle la seule force capable de mettre de l'ordre dans ce monde, ce sera la classe ouvrière, non seulement américaine, française et européenne, mais mondiale. 1h01. Et merci de votre patience. On ouvre le débat.